Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal d'information locale et au sommaire de ce mardi 21 octobre. La pépinière d'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines va mal, très mal. Après l'annonce de la cessation de paiement, les attaques politiques se multiplient. La droite accuse notamment l'ancienne équipe dirigeante socialiste de lourdes fautes. À Maurepas, la ville vient d'organiser le premier Grenelle des associations. Objectif, installer durablement le dialogue avec ceux qui font vivre la commune et surtout éviter la situation de blocage rencontrée avec le club de tennis à la fin de l'été. La mauvaise gestion de la structure avait poussé le conseil municipal à reprendre la main. Taxe sur le diesel, péage gratuit, sécurité sur les routes. L'actualité ne manque pas pour l'association 40 millions d'automobilistes. Invité Daniel Quérault, son président. L'association se revendique première représentante des automobilistes auprès des pouvoirs publics et du secteur économique de la route. Les surveillants de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy manifestaient une nouvelle fois ce matin devant les portes de l'établissement sous l'impulsion du syndicat SLP Force ouvrière pour dénoncer la multiplication des agressions dont le personnel est victime. La semaine passée, 5 d'entre eux ont été blessés à la suite d'une altercation avec un détenu. Bilan, un nez cassé, un poignet fracturé. Ils subissent également depuis quelques semaines des agressions en dehors de l'établissement. Les surveillants dénoncent également un manque d'effectifs selon le syndicat SLP Force ouvrière. Donc, il manquerait 40 agents au quotidien et cette semaine, pas moins de 75 personnes en raison de mutations. Il y aura notre ministre qui est passé il n'y a pas très longtemps faire des annonces sur la maison d'arrêt de Bois d'Arcy et en même temps visiter l'établissement, mais on ne voit toujours rien venir au niveau des effectifs justement. Donc nous on demande des effectifs très rapidement, sauf que des effectifs c'est pareil, les collègues il faut les former, il faut faire des recrutements, donc c'est pas pour tout de suite, il faut compter au moins 1 an facilement, il y a 8 mois d'école déjà. Donc on est parti pour durer encore très longtemps comme ça. Et les collègues n'en peuvent plus, ils sont au bout, ils voient plus leur famille. J'ai un collègue qui me disait l'autre jour, là, en 3 mois, il a vu 2 fois sa femme. Propos recueillis par Anthony Reich. Selon ce syndicat, 18 agressions se sont produites au sein de la maison d'arrêt au cours des 6 premiers mois de l'année 2014. Un match de football qui tourne au pugilat. Dimanche, le stade René Rousseau au Clé-sous-Bois. L'équipe locale s'est opposée physiquement à celle de voisin le Bretonneux. L'entraîneur vicinois a reçu un coup de poing au visage alors qu'il tentait de calmer la situation. Une enquête policière est en cours. Promopol est en cessation de paiement, nous en parlions hier déjà. La pépinière d'entreprise est en grande difficulté. Dans la soirée, une réunion d'information a eu lieu à Montigny. Le Bretonneux, Othman Nasrou, le nouveau président, a invité les entreprises locataires du site pour éclaircir cette situation. Florane Parfait, Catherine Zulato et Elodie Moine pour ce dossier. Les visages sont soucieux, plus ou moins inquiets, ils sont nombreux à s'être déplacés pour en savoir plus sur le sort de Promopol. Donc évidemment, il y aura toujours les baux, rien ne change, mais il est important pour moi que vous ayez en tête qu'aujourd'hui une procédure juridique, une double procédure juridique s'ouvre. La société ne fait plus face à ces échéances depuis le mois de février dernier. Avec 2,2 millions d'euros de dettes, la situation est plus que compliquée. Une procédure collective est engagée, la pépinière va être placée sous la protection du tribunal de commerce et un administrateur va être nommé. Président depuis juin 2014, Othman Nasrou a évoqué la possibilité d'un redressement judiciaire. Pas de dépôt de bilan selon lui. La justice devrait se saisir du dossier au mois de novembre. Jusque-là, rien ne devrait changer pour les entrepreneurs de Promopol. En ce qui concerne notre avenir et la situation actuelle, effectivement, moi je ne l'ai pas vu venir, je l'ai quasiment appris il y a quelques jours. Moi je suis ici depuis 1992, donc on a vu malheureusement une dégradation depuis 5-6 ans et sans aucune intervention extérieure finalement. Merci d'avoir organisé cette réunion, vraiment pleine de franchise, donc maintenant on va attendre la prochaine échéance qui est mi-novembre. J'y crois pas beaucoup eu égard à ce qui vient d'être dit. Je ne vois pas comment les choses... quelle solution finale? Mauvaise gestion. Selon Othman Nasrou, une grande partie du problème est due au site de Trappes. En 2008, Promopol est nommé titulaire de la délégation du service public pour construire le site des Merisiers. Aujourd'hui, le déficit est de 1,8 million d'euros. Les difficultés financières ont commencé à se manifester à partir du moment où 2009-2010, donc avec l'ouverture du site des Merisiers. Ça, c'est un fait comptable. Je découvre un certain nombre de décisions qui me semblent surprenantes, ou en tout cas pas favorables à l'intérêt de la société. Donc je ne peux pas vous les détailler, puisqu'effectivement, ça sera à la justice de dire ce qu'il en est réellement. Je pense que l'argent public, quand il est investi, il doit aller réellement au profit du plus grand nombre. Et j'ai le sentiment que sur un certain nombre de décisions qui ont été prises à Promopol, ça n'a pas été le cas. Des paroles qui ont fait réagir Guy Malandin, maire de Trappes. À cette période, le président de Promopol était Jean-Yves Gendron, élu parti communiste à Trappes, aujourd'hui délégué au développement économique de la ville. Il y a un déficit important de la société Promopol
40% de ce déficit vient de la DSP, mais c'est l'engagement. C'était l'engagement de Promopol. Quand ils ont répondu à l'appel d'offres, ils n'étaient pas obligés de répondre. Hein, voilà. Et les autres qui ont répondu avaient aussi, pendant plusieurs années, toutes les DSP c'est comme ça, pendant plusieurs années, l'amortissement de la construction du bâtiment qui joue sur les comptes, quoi. Donc là, on est conforme à l'engagement qui a été pris et signé par toutes les parties. Hein. Quand le nouveau président, Mme Nasrou, parle d'erreurs importantes de gestion, des fautes graves entraînant un risque de conflit d'intérêts, l'affaire va être aucun commentaire sur ce genre de déclaration. Les sites Merisier et Thorez seront repris par la ville de Trappes. La situation de Promopol devrait évoluer rapidement. Un premier avis du tribunal de commerce sera donné le 15 novembre. Économie toujours, retour sur les 15 ans du Club FAS. Nous étions la semaine dernière à leur cérémonie d'anniversaire parmi les invités des partenaires, mais également des personnes soutenues qui sont venues témoigner de leur expérience. Claire Cambier et William L. pour les images. Du beau monde au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines jeudi dernier. Préfets, chefs d'entreprise, dirigeants locaux. Mais la star de la soirée restait le Club FAS, l'association de la fondation Agir contre l'exclusion fêtait ses 15 ans. L'occasion de remercier les partenaires et de rencontrer des personnes soutenues par le club comme Ayoub. En échec scolaire, il a été suivi pendant 1 an. J'ai pu intégrer un lycée en études générales, lycée Émilie de Breteuil à Montigny. Et j'espère continuer, travailler pour pas retomber dans l'échec, c'est tout. Découverte du monde professionnel, soutien, le Club FAS est également en retour vers l'emploi. Ronan n'a qu'un bac en poche, il a enchaîné les petits boulots avant de trouver un poste de technicien télécom. Je suis intégré dans l'équipe, je suis monté très vite en compétences, j'ai eu des formations, des certifications, etc. Et maintenant, ma carrière va sûrement évoluer, quoi. Donc, j'étais assez réservé, on va dire, et là, maintenant ça va beaucoup mieux. Pour l'aider dans ses démarches, Pascal Legendre, son parrain, l'a conseillé et soutenu, notamment par des stages dans sa société. Un moyen de laisser de la place à l'humain sur son lieu de travail. J'ai l'impression d'apporter quelque chose et effectivement ça donne du sens au management, ça donne du sens à ce que je peux apporter dans le travail. En 15 ans, 500 personnes ont bénéficié d'un parrainage. Sur 1200 accompagnés, plus de la moitié ont retrouvé un emploi. Impossible sans le soutien du tissu local. Au fur et à mesure des années, on a eu une dynamique qui s'est accrue au niveau des entreprises, puisqu'aujourd'hui on a une 60aine d'entreprises impliquées dans les actions du club. Le Club FAS soutient également des structures d'aide locale et favorise la diversité en entreprise. Je reçois à présent Daniel Quérault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de 40 millions d'automobilistes avec 320 000 adhérents. Vous vous présentez comme un interlocuteur privilégié du gouvernement et du secteur économique de la route. 3 missions, protéger les intérêts des automobilistes, les conseiller aussi et puis proposer des solutions pour l'environnement ou encore à la sécurité routière. L'actualité ne manque pas, gratuité des péages, campagne de sensibilisation aussi de la prévention routière qui a été lancée pour ces vacances. Une campagne plus soft, vous le verrez tout à l'heure. Et puis il y a aussi ce baromètre d'expertise automobile que vous avez publié. On va commencer par la taxe sur le gazole. Pour remplacer l'écotaxe, le gouvernement a décidé d'augmenter de quelques centimes ce carburant. La hausse ne devait concerner que les automobilistes. Finalement, les poids lourds également. Les députés ont adopté la mesure lundi soir. Avec 40 millions d'automobilistes, vous étiez plutôt remonté contre cette décision du gouvernement. Là, le fait que les poids lourds y soient aussi associés, vous êtes un peu moins en colère ce soir ? Je dirais que c'est une taxe de plus pour les automobilistes qui sont déjà soumis à beaucoup de taxes. Donc c'est vrai que nous sommes souvent amenés à nous exprimer sur le sujet. Nous n'aimons pas qu'on augmente sans arrêt les taxes parce que c'est une réduction du pouvoir rouler pour les automobilistes. Mais ça va concerner aussi les poids lourds. Donc oui. Finalement, il n'y aura pas que les automobilistes, il y aura aussi ces entreprises qui seront concernées. Oui, mais ça compense ? En non, tant que 40 millions d'automobilistes, moi je parle des automobilistes et je m'exprime en leur nom, qui ne sont pas très contents. Vous demandez la suspension de cette taxe pour être très oui, clair ? nous disons qu'il y a déjà trop de taxes. C'est vrai qu'en ce moment le carburant est plutôt en réduction, mais il faut regarder aussi ce qui se passe dans le monde, hein, puisque nous sommes en Europe. Le continent le plus taxé en termes de carburant. Si vous regardez l'Amérique du Nord, le prix du carburant est pratiquement la moitié prix de ce qui se passe en Europe. Alors, nous, on a même regardé, je dirais, les pays où il y avait le plus fort taux de croissance, et on s'aperçoit dans le monde que les pays qui ont le plus fort taux de croissance, c'est là où les carburants sont moins chers.
On peut imaginer une mobilisation des automobilistes de la même manière qu'on avait pu voir les bonnets rouges en Bretagne, qui ont fait plier le gouvernement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le gazole qui est taxé. Au départ, c'était l'écotaxe. C'est toujours difficile de mobiliser la grande masse des automobilistes. Nous agissons plutôt comme témoins de l'opinion publique. L'opinion publique a une action auprès des élus, puisque les élus sont très sensibles à l'opinion publique. Donc, notre capacité, c'est de mobiliser l'opinion publique. Nous l'avons réussi il n'y a pas longtemps, quand nous nous sommes élevés contre les 80 km/h généralisés sur le réseau hors autoroute. Et là, le gouvernement nous a entendus, parce que cette mesure a été rejetée par 90% de la population des automobilistes. Vous parlez du gouvernement, justement. Est-ce que vous êtes inquiet des différentes décisions, en tout cas de la façon dont le gouvernement s'y prend? Je pense aussi au couac sur la gratuité des autoroutes. Sur le week-end, c'est Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui fait cette annonce avant d'être recadrée quelques heures plus tard par Manuel Valls. Alors c'est vrai que l'annonce de Ségolène Royal était pour le moins surprenante, mais elle a quand même eu un mérite. Elle a eu un mérite de relancer un débat auquel le débat n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques heures, c'était déjà terminé. Oui, mais on a quand même beaucoup débattu du prix des autoroutes, puisque ça fait 10 ans que les autoroutes sont dans le secteur libéral, et que depuis 10 ans, les autoroutes ont toujours augmenté chaque année de plus que l'inflation. Donc nous disons, il y a eu un trop perçu, rendez l'argent. Donc ça peut se faire par un blocage des prix, voire une diminution des prix. Vous souhaitez toujours cette gratuité, justement? La gratuité, c'est un élément, mais surtout... En tout cas, une réduction des tarifs? Une réduction des tarifs, au moins un blocage, parce qu'il y a eu un trop perçu, rendez-nous l'argent. Et vous expliquez que ce serait aussi une mesure de sécurité routière, parce que ces routes sont sûres. Les autoroutes sont les réseaux les plus sécurisés en France. D'ailleurs, c'est pas nouveau, la gratuité de l'autoroute, parce qu'on a eu l'air de prendre Ségolène Royal pour une illuminée, ce qui n'est pas le cas, parce que finalement, aujourd'hui, quand il y a des épreuves motocyclistes sur le circuit du Mans, qui est pas très loin de chez nous, eh bien, les sociétés d'autoroutes décrètent que ces week-ends-là, les péages seront gratuits. Vous le souhaitez, c'est une des mesures que vous auriez souhaité mettre en place. Comment vous pouvez réussir à influencer, à avoir une importance, à peser sur les décisions du gouvernement? Dans quelle mesure vous réussissez à vous faire entendre? Vous avez donné l'exemple des 80 km/h tout à l'heure. 40 millions d'automobilistes a le mérite, je dirais, d'avoir pu trouver auprès des médias la capacité à représenter les automobilistes. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui concerne les automobilistes ou l'automobile, nous sommes appelés à répondre. Donc on nous entend beaucoup dans les médias, nous avons beaucoup d'automobilistes qui nous soutiennent, et donc les élus sont sensibles à l'opinion publique. Donc c'est comme ça que nous agissons. Est-ce que les élus vous sollicitent aussi directement, parce que vous les interpellez par la voie des médias? Bien entendu, nous travaillons aussi avec les élus, les sénateurs, les députés, nous sommes auditionnés, et nous avons des bénévoles qui travaillent ces sujets, et des permanents qui travaillent ces sujets. Donc on n'est pas que dans la contestation, on est dans la proposition. Combien de permanents? Comment ça fonctionne justement? Nous avons 5 permanents, nous avons un certain nombre de bénévoles qui travaillent dans des commissions, commission juridique, commission technologique, sociologie des usagers de la route. Vous voyez, donc nous sommes organisés, et nous ne sommes pas que dans la contestation, mais dans la proposition. Votre autre mission aussi, vos autres missions, protéger, conseiller les automobilistes. Et vous avez publié avec l'association le baromètre de l'expertise automobile en matière de sinistres, vols, accidents, incendies, intempéries, collisions. Le département des Yvelines ne figure pas en bonne place. Deuxième position en France avec presque 26 000 cas. Comment vous avez établi ce classement? On a fait ça avec les experts du BCA, et qui ont forcément toutes les statistiques de vol, de sinistralité pour les automobilistes. Donc nous avons établi ce baromètre qu'on publiera régulièrement. Et effectivement, si on regarde les voitures les plus volées, ce sont en premier la Smart Fortwo et en deuxième la Clio 1. Et pour les véhicules les plus vandalisés, c'est la BMW X5 et après c'est la Mini. Vous ne faites pas forcément de la publicité ce soir. C'était dans quel but ce palmarès? C'est pour informer les automobilistes. Mais chose intéressante, c'est que 3 jours après qu'on a publié le baromètre des voitures les plus volées, M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a lancé un grand plan pour lutter contre les filières de vol de voitures. Vous voyez, donc on a été entendu. Et je pense d'ailleurs que depuis que M. Cazeneuve est à l'intérieur, on a le sentiment qu'il est un peu plus à l'écoute de l'ensemble des automobilistes et des citoyens. On va parler à présent avec vous de la nouvelle campagne de l'Association de la prévention routière. Je le disais tout à l'heure, les sujets ne manquent pas, l'actualité ne manque pas pour les automobilistes. Il y a un changement de ton évident, fini les images trash. Il est maintenant question d'instants de bonheur. Regardez l'un de ces spots. On a tous une bonne raison de rester vivant. Association Prévention Routière. Et vous, quelle est votre bonne raison?
L'association Prévention Routière qui change donc de mode de communication, fini les images chocs, il y a aussi des affiches et puis une communication sur les réseaux sociaux qui complètent donc cette campagne de communication. Votre avis, c'est une bonne méthode ? Je trouve que cette campagne est intéressante et intelligente parce que finalement nous vivons tellement dans les images de violence que pour une fois, si on arrive à des images plus douces, c'est là que ça va être remarqué. Ça veut dire que les images violentes, les images réelles d'accidents, ça ne fonctionne pas forcément sur les automobilistes ? Si vous regardez les médias, vous regardez la télé, vous avez sans arrêt des images de violence. On est tellement habitué à la violence, y compris sur les accidents, que, à la limite, personne ne fait plus attention. Si on a des images douces, voire humoristiques, peut-être que l'attention sera là. Et je crois qu'on est tous pour la sensibilisation, puisqu'on est arrivé à un niveau tel de répression qu'il faut faire autre chose. Et la sensibilisation, la prévention, l'éducation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça va participer. On va écouter les Saint-Quentinois à présent. Nous sommes allés leur demander leur avis sur cette nouvelle campagne de communication sur la fin de ces images trash pour la prévention routière. Oui, il faut marquer les esprits. Donc voilà, faire peur aux gens. Non, il faut responsabiliser les gens et puis montrer la réalité. Je pense qu'elles doivent être trash pour choquer le téléspectateur pour qu'il prenne conscience des dangers. Pas forcément, je pense. Ça nous touche, mais après, voilà, quand on voit l'image, après on se dit pas tiens, je vais arrêter ou ce genre de choses. Je pense que oui, ça nous aide à prendre plus conscience des dangers et ça nous fait vraiment réaliser. Ça fait réagir un peu les gens quand même. Donc ouais, moi je suis pour, sincèrement, ouais, je suis pour. Voilà pour ces quelques réactions. Concernant la sécurité routière, toujours, il y a eu ces dernières semaines des pistes qui ont été avancées pour réduire les accidents. On peut abaisser le taux d'alcool chez les jeunes conducteurs, par exemple, de 0,5 à 0,2. Ça vous plaît pas, parce que ça stigmatise. Oui, ça stigmatise une population. Je pense qu'il faudrait déjà faire respecter le 0,5. Parce que si vous regardez les ensemble de pays qui nous entourent, vous avez par exemple l'Angleterre où on boit beaucoup, mais la seule différence en Angleterre, c'est que quand on a bu, on ne conduit pas. Donc vous voyez ça, il faut faire respecter. Et donc, il faut une interdiction totale ? Oui, mais il faut la faire respecter. Vous savez, en Russie, le taux est 0. Je ne peux pas dire que c'est le pays où on respecte mieux l'alcoolémie au volant. Comment on peut faire respecter ? Il faut plus renforcer la sécurité, il faut plus de punitions, ou on est plus dans l'éducation, encore une fois ? Sensibiliser, éduquer, c'est aussi un problème de santé publique, l'alcoolisme, puisqu'on s'aperçoit que les accidents graves ont lieu au-delà de 1,20 g. Donc c'est un sujet qui est vaste, santé publique, je l'ai dit, et puis éducation dès l'école. Donc c'est tout un processus long à mettre en place, mais qui vaut le coup. Alors dans les bonnes mesures qui viennent aussi d'être mises en place, qui sont testées en ce moment, ce sont les tests salivaires, parce que la drogue au volant, c'est devenu un phénomène extrêmement important. Il y a 4% des morts par la drogue, mais il y a 21% des accidents mortels où on retrouve de la drogue. Alors, les tests salivaires, c'est le second test en fait, puisque pour vérifier jusqu'à présent, il fallait une prise de sang après le test salivaire pour détecter la drogue. Et là, on teste dans une dizaine de départements, dont le département des Yvelines. Un second test salivaire, c'est en Espagne où ça se fait déjà. Oui, absolument. Il n'y a pas recours à la prise de sang. Ça permet d'augmenter le nombre de tests, parce qu'avant, effectivement, ça rebutait les forces de l'ordre d'être obligé d'amener à l'hôpital quelqu'un qui fallait être testé, alors que là, on peut le faire immédiatement. Donc c'est une bonne chose. Les PV à la volée aussi, c'est une bonne chose ? Ça, on n'aime pas trop. Nous, de même qu'on n'aime pas trop les radars automatiques, on pourrait faire de la pédagogie. Ça veut dire les gens. Il faut respecter la loi, il faut respecter les vitesses, il faut respecter le stationnement. Mais la pédagogie, c'est mieux. Quand vous arrivez à avoir un PV chez vous, vous dites mais dans quelles conditions j'ai eu ce PV, qu'est-ce que je faisais, où j'étais. Si vous ne le savez pas, c'est pas très pédagogique. Vous payez, mais bon, c'est pas une vraie leçon pour vous. Donc quand on a affaire à l'humain, c'est quand même mieux. La mission prioritaire pour 40 millions d'automobilistes, pour conclure. Aujourd'hui, votre chantier principal, c'est quoi ? Notre chantier, il y a la sécurité routière, mais aussi le respect, je dirais, des intérêts de l'automobiliste. On assiste en particulier aujourd'hui à une espèce d'autophobie ambiante qui n'est pas la réalité. Regardez le mondial automobile, on a battu le nombre de visiteurs. 300 000 visiteurs. Regardez, il y a un baromètre qui est publié chaque année par la Massif qui parle du rapport de l'automobiliste avec l'automobile. 80% des ruraux déclarent que l'automobile est le seul moyen efficace de se déplacer et 53% de l'urbain sont en augmentation de 4 points pour les ruraux et de 2 points pour les urbains. Donc ce qu'on nous dit dans les médias souvent bobos parisiens, c'est pas la réalité, c'est pas la vraie vie. Moi je dis toujours,
Paris, c'est pas la France et c'est même pas l'Île-de-France. À Paris, on a le métro, on a les bus. Moi, ici, quand je veux aller faire un débat à Paris, l'autre jour, c'est ce que j'ai dit à France Inter, je me vois mal venir par l'autoroute avec mon vélo. Merci Daniel Quérault d'être venu jusqu'ici, en voiture peut-être, en voiture, à Saint-Quentin-en-Yvelines, pour ce journal, président de 40 millions d'automobilistes. Merci à vous. Dans l'actualité également, l'incendie d'un garage de la société d'autocar Dominique à Buc, c'est près de Guyancourt. L'origine du feu n'a pas encore été déterminée, mais il semble s'être déclaré dans la zone réservée au branchement des bus électriques. L'ensemble du bâtiment a été détruit et 2 employés ont été légèrement blessés. Lundi 20 octobre, hier, journée mondiale de la douleur. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre des chirurgiens dans les Yvelines qui pratiquent des techniques d'intervention moins agressives, moins douloureuses pour les patients. On parle de chirurgie mini-invasive. Elle permet aussi de réduire les temps d'hospitalisation. Le reportage lors d'une opération, c'était à Poissy, Yolène Torres et William L. Le chirurgien se prépare. L'intervention consiste ici à éliminer les calculs rénaux d'un jeune homme, ces petits cristaux contenus dans les urines qui peuvent grossir et provoquer des douleurs très intenses. Pour un homme, c'est une des douleurs les plus importantes qu'il peut vivre, puisqu'on compare la douleur de la colique néphrétique, donc la maladie que causent les calculs, à la douleur d'un accouchement sans anesthésie. Pour extraire les calculs, il va utiliser une chirurgie moins agressive, dite mini-invasive. Grâce à une mini-caméra et de la lumière qu'on peut insérer dans le corps à l'aide de petits tuyaux, le chirurgien peut aller chercher et retirer les calculs en passant par la verge. Voilà, donc là on est dans le canal de l'urètre. On passe un petit coude et on se retrouve dans la vessie. Vous voyez, j'irrigue avec de l'eau. Lorsque les calculs sont trop gros, le chirurgien peut même les pulvériser directement dans le corps grâce à cette fibre laser d'une taille minuscule de 260 microns. Et le calcul vient rebondir sur la fibre laser et il se suicide, quoi. C'est l'effet popcorn. Et à chaque fois qu'il retouche la sonde, il perd un petit grain et nous on voit cette petite poudre blanche apparaître, quoi. Quelques minutes plus tard, l'intervention est terminée. Les calculs du jeune homme sont tous éliminés. Il va pouvoir sortir d'ici 2-3 heures dans les conditions de la chirurgie ambulatoire. Moi, il y a 20 ans, quand j'apprenais la chirurgie avec mes maîtres de chirurgie, je les voyais prendre un bistouri et faire une incision de 10 cm pour des calculs que je traite maintenant sans n'avoir du tout à faire d'incision, quoi. Il n'y a plus du tout d'incision. Donc c'est mini-invasif dans la mesure où on rentre jusqu'au bout de l'intérieur du corps de quelqu'un, mais sans aucun dommage corporel, si je puis dire, parce que l'incision, ça reste un dommage qu'on a le droit de causer au patient. La chirurgie mini-invasive, dont le matériel coûte cher et nécessite de lourds investissements, est l'un des axes majeurs de la clinique Saint-Louis à Poissy. Atténuer les douleurs, éviter des séjours prolongés aux patients, 2 atouts déjà importants. Pour autant, l'accompagnement post-opératoire n'est pas à négliger. Il ne s'agit pas d'opérer la personne, de se dire voilà, on est très content, on a fait une intervention mini-invasive, elle peut sortir. Derrière, il faut accompagner ce patient jusqu'à son retour à domicile pour lui permettre aussi de maintenir une qualité de vie et de ne pas l'abandonner en cours de route. Dans l'établissement, la chirurgie mini-invasive est également pratiquée sur le pied et les hémorroïdes. À Maurepas, pour la première fois, l'ensemble des 110 associations de la ville étaient réunies lors d'une table ronde, lors d'un Grenelle des associations, avec un objectif, leur donner les outils pour gérer le quotidien et éviter des difficultés pour les bénévoles. Anthony Reich et Elodie Moine. On l'oublie trop souvent, mais une association comme un club de basket est composée majoritairement de dirigeants bénévoles. Si certaines associations bénéficient de formations de comptabilité ou de gestion auprès de l'Office municipal des sports, ce n'est pas le cas de tout le monde. Sur ce plan-là, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de formation jusque-là au niveau juridique ou au niveau comptabilité des associations. C'est vrai qu'une aide serait importante et d'autres associations en ont encore un besoin plus important que nous. Nous, on arrive, avec les années, on arrive à se former nous-mêmes. Ce Grenelle des associations, organisé pour la première fois par la ville de Maurepas, permet aux bénévoles d'échanger sur leur méthode ou leur fonctionnement, car à certaines périodes de l'année, comme lors de la rentrée, être bénévole est quasiment un travail à mi-temps. On a aussi une crise du bénévolat. Il est de plus en plus compliqué de trouver des bénévoles dans le milieu associatif.
Et donc il faut essayer de trouver des solutions pour justement fédérer autour des associations de nouveaux bénévoles pour qu'ils puissent s'engager et faire vivre en tout cas le tissu associatif morpasien. C'est de plus en plus difficile. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le bénévolat. C'est vrai que ça prend beaucoup sur la vie familiale, surtout qu'on a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles au sein des différentes associations. Les services municipaux travaillent sur un projet de création d'une maison des associations ainsi qu'une charte associative. La ville de Maurepas comprend plus de 110 associations qui représentent 7000 adhérents. Une dernière information avant de se quitter. Ce soir, le château de Saint-Germain-en-Laye aura les honneurs du service public. France 2 y consacre une partie de son nouveau numéro de Secrets d'Histoire. À 20h50, Stéphane Bern revient en effet sur la vie du cardinal Jules Mazarin, parrain du jeune Louis XIV. Et puis ce mardi soir aussi, mais sur TV Fil 78, vous avez rendez-vous avec le 7-8 Société, émission débat de la rédaction présentée ce soir par Claire Cambier. Thématique du numéro, les politiques familiales. Je vous retrouve demain, mêmes horaires, pour un nouveau point complet sur l'actualité locale du département des Yvelines. Bonne soirée.